Je suis Georges Goma Gakissa, Congolais de Brazzaville, de père et de mère, et donc citoyen congolais. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2025. Et voici 3 décennies, 30 ans, moins 2 petites années, que le Congo-Brazzaville a vécu un événement tragique qu'aucun Congolais n'aurait pu, même dans son sommet le plus profond, rêver ni penser. Alors, on a entendu beaucoup de choses, beaucoup de gens n'ont pas laissé passer cette date anniversaire en silence. Moi non plus, d'ailleurs. J'ai pris le temps de coucher sur ce bout de papier quelques éléments d'une adresse, d'un petit discours, d'un point de vue sur le Congo-Brazzaville aujourd'hui après cet événement. Je vais donc me permettre de lire ce que j'ai couché sur ce papier, de sorte que les points focaux que j'ai pu mettre en évidence puissent être dits avec aplomb et à point. Par la suite, je me permettrai un commentaire sur le Congo d'une manière générale, tel qu'il est gouverné aujourd'hui par des personnes qui se sont arrogées les allées du pouvoir depuis plus de 40 ans maintenant, sinon plus d'un demi-siècle, si on compte le temps lequel ils sont installés dans les grandes sphères du pouvoir. Ces mots sont dits par un sociologue que je suis. C'est ce que j'ai appris. Du moins ce que le Congo m'a envoyé en Europe pour approfondir mes connaissances en sociologie, pour avoir la légitimité, n'est-ce pas, de dire la société congolaise. Et ces études, je les ai accomplies. Je suis allé jusqu'au bout de ces études, au sommet le plus élevé de ces études. Et je m'en suis tiré avec un doctorat de sociologie d'une des universités les plus prestigieuses au monde, l'université de Paris-La Sorbonne. Étude couronnée par une thèse qui a reçu la mention la plus élevée, summa cum laude, en Sorbonne. Alors, voici mon discours. Mesdames, messieurs, chères concitoyennes et chers concitoyens, camarades de conscience, parce que la situation du Congo convoque la conscience des Congolais à voir le spectacle que nous voyons aujourd'hui. Ça demande quelque part aux citoyens et aux citoyennes congolaises que leur attention soit attirée. Aujourd'hui, donc, 5 juin 2025, marque le 28e anniversaire du coup d'État militaire qui, en 1997, a interrompu avec une violence inouïe jamais vécue au Congo-Brazzaville le processus démocratique au Congo-Brazzaville. 28 années d'un retour méthodique
millimétré, savamment orchestré par ces personnes, évidemment, qui ont pris ce courage de soumettre le Congo au drame, à la tragédie que les historiens sauront écrire dans le marbre et dans le granit, de sorte que les générations futures sachent exactement ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville et les responsabilités aussi de ce qui s'est passé autour de ces événements. Donc, 28 années d'un naufrage étatique maquillé en stabilité. La stabilité, la paix est une rhétorique que nous avons toujours entendue des gens qui ont les rênes du pouvoir depuis ces 28 ans. Parler de la paix, parler de la stabilité, et on est à se demander, mais cette paix est mise en danger par qui? Quels sont les adversaires au Congo-Brazzaville? Avec qui est-ce que ils se battent? Avec qui est-ce que les gens qui se sont arrogés le droit de soumettre le Congo à cette tragédie, à cette dramaturgie, avec qui est-ce qu'ils se battent? Ils n'ont pas arrêté d'acheter des armes de guerre, des armes qui détruisent à des montants impossibles, et utiliser aussi ces armes qu'ils achètent. À des moments, on ferme le port de Pointe-Noire pour décharger des tonnes, des cargaisons et des cargaisons d'armes, comme si le pays allait en guerre contre un autre pays. Mais aucun nenni. Les armes achetées tous les jours, les deniers publics utilisés pour acheter ces armes, eh bien, on fait la guerre aux Congolais qui sont bras nus, aux bras nus. Voilà ce qui se passe au Congo-Brazzaville. 28 années où le pouvoir a confisqué la nation, spolié les ressources et étouffé les voix, étouffé les libertés publiques que l'on pensait quand même avoir acquis au Congo-Brazzaville. Et ce régime qui s'est installé, eh bien, a tout juste foulé aux pieds les libertés que les Congolais ont pu conquérir de lutte haute au Congo-Brazzaville. Voilà, je vous nommer les points que j'essaie de mettre en exergue. Après quoi, je reviendrai sur le commentaire dont j'ai parlé. Parce que je suis un observateur attentif de la réalité politique au Congo-Brazzaville, sociopolitique au Congo-Brazzaville. Alors, le premier point, donc, ici, c'est la défaite programmée de la démocratie. Et bien sûr que la démocratie au Congo-Brazzaville faisait peur à certains, que ce soit à l'intérieur du Congo-Brazzaville ou à l'extérieur du Congo-Brazzaville, la démocratie congolaise qui s'était passée selon les règles de l'art. Nous l'avons tous vu. Il y a très peu de pays en Afrique qui ont eu un processus démocratique qui s'est déroulé comme ça, avec une élégance jamais connue auparavant au Congo-Brazzaville. Et c'était une victoire. C'était une victoire. Alors, le 5 juin 1997 n'est pas une date neutre. Ce n'est pas une date neutre. Et ça se voit aujourd'hui aussi, le 5 juin 2025, donc 28 ans après. Aussi, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Les Congolais sont désormais persona non grata en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, du moins de Trump. Mais ce n'est pas anodin. Monsieur Mungala Thierry qui s'étonne, avec son gouvernement qui représente bien évidemment, qui s'étonne de ce texte du président Trump. Il s'étonne. Comment se fait-il que le Congo soit un État terroriste? Mais bien sûr que oui, le Congo est un État terroriste. Le mot terrorisme,
le mot terreur dérive du latin terror. Et vous savez très bien qu'au Congo-Brazzaville, le peuple est terrorisé à une dimension incroyable et vous le savez très bien, à voir un peu le traumatisme que ce régime a infligé aux Congolais. Et à dessein, bien évidemment. C'est cela le terrorisme aussi. On inflige la terreur aux gens, l'effroi aux gens. Mais ça n'est pas tout. Peut-être monsieur Trump n'a pas forcément regardé la terreur que les Congolais vivent. C'est peut-être pas son histoire, c'est pas son affaire en tant que telle. De tout est passant. Un État qui ne s'occupe pas de ses populations, c'est son affaire. Mais les États-Unis, c'est un pays organisé qui a des services de renseignement pas possible. C'est pas pour rien qu'ils ont construit quand même une ambassade au Congo-Brazzaville qui n'est pas comme toutes les autres ambassades. Ils ont mis le paquet au Congo-Brazzaville. Et qu'est-ce que vous pensez que les Américains se baladent dans le monde entier simplement pour le plaisir? Mais ils ont des sources de renseignement, non? Au Congo-Brazzaville, c'est très difficile pour un Congolais d'avoir un passeport. Ça, on le voit tous les jours. Le passeport, les passeports congolais sont donnés avec une facilité déconcertante aux étrangers. On voit bien le théâtre, la théâtralisation qui se passe au Congo-Brazzaville de toutes les façons avec les passeports. De jeunes fillettes de la RDC en face, on en fait sur les médias sociaux. On a fait état qu'on leur donne des passeports comme ça, M. Mboulou, le ministre de l'Intérieur. Ben écoutez, vous savez. Et donc aussi, il n'y a pas que ces jeunes Quinoises qui ont la facilité d'avoir des passeports au Congo-Brazzaville, mais il y a aussi tous les étrangers qui sont au Congo-Brazzaville. On sait très bien le rapport quasi organique que M. Denis Sassou Nguesso avec les étrangers qu'il aime beaucoup plus que les Congolais. Et il y a des éléments là-dessus pour, n'est-ce pas, l'illustrer. Mais parmi ces étrangers, ceux qui font la pluie et le beau temps, mais c'est nos frères qui viennent du Moyen-Orient, du Proche-Orient, plutôt du Proche-Orient, et du Moyen-Orient aussi. Les Libanais en pignon sur rue au Congo-Brazzaville. Les Marocains en pignon sur rue au Congo-Brazzaville. Hein? Les Turcs en pignon sur rue au Congo-Brazzaville, on peut multiplier des exemples. Mais ces gens à qui on donne, il y a des analyses qui sont faites sur la toile de toutes les façons tout à fait pertinentes qui l'expliquent très bien. Voyez? Donc M. Mongala ne s'étonne pas que le Congo soit désigné comme un État terroriste, et il le sait très bien de toutes les façons, ils le savent très bien. Tous les gens qui sont dans le pouvoir, ils savent très bien leur agir politique, ils savent très bien les pratiques auxquelles ils s'adonnent dans le pouvoir. Oh, j'ai pitié de vous parce que vous êtes obligés de vous opposer, n'est-ce pas, à votre propre conscience. Les actes qui sont posés ne vont pas ensemble avec la conscience que vous avez. C'est pas facile, évidemment, de s'opposer à quelque chose que l'on a fait quand on sait très bien qu'on l'a fait. Alors, donc voilà cette défaite programmée de la démocratie au Congo-Brazzaville. Donc le 5 juin, je disais que ce n'était pas une date neutre, ce n'est pas du tout neutre. C'est le jour où un homme, Denis Sassou Nguesso pour ne pas le nommer, par les armes et avec le soutien d'alliés extérieurs, a piétiné les urnes pour instaurer son pouvoir personnel. Le 5 ans après l'avoir perdu dans les règles du jeu démocratique, et ça tout le monde le sait très bien. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'avait Sassou 1, il faut le dire de cette manière-là. Nous avions quand même nos aînés qui étaient dans le système, qui disaient très bien que, eh bien, monsieur Sassou Nguesso n'arrête pas de dire, mais ce fauteuil, vous le voulez, ce fauteuil, mais venez le chercher. Venez le chercher. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'était jamais prêt à laisser le pouvoir. Il a été mis devant les faits accomplis et tous les Congolais aujourd'hui le savent. Et nous avons le devoir de le dire avec beaucoup de clarté pour les générations qui arrivent, qui l'entendent par-ci, par-là, qui ne le lisent même pas parce que les Congolais n'écrivent même pas.
Les historiens de Marien Ngouabi, les historiens à l'université Marien Ngouabi devaient se raviser là-dessus, de commencer à écrire la vraie histoire du Congo-Brazzaville, pour que les jeunes générations puissent s'abreuver, n'est-ce pas, à la vérité de ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Mais on ne le fait pas. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'avait jamais voulu laisser le pouvoir. Il a été mis devant les faits accomplis. Et nous le savons très bien que et les syndicalistes avec M. Bokamba Yangouma et les militaires avec celui qu'ils ont mis en prison arbitrairement, le général Jean-Marie Michel Mokoko, n'eût été ces deux corps, et les étudiants aussi, il faut le dire, n'eût été ces deux corps fondamentalement, la conférence nationale ne serait pas passée comme nous l'avons vu se passer au Congo-Brazzaville, et ça, tous les Congolais doivent en être conscients. Et le passer de génération en génération à travers la mémoire collective, puisque la mémoire scripturale, ben, personne ne l'écrit, du moins. Alors, donc je disais que ce jour-là, le peuple congolais qui venait d'expérimenter les prémices d'un état de droit a été renvoyé dans l'arbitraire d'un régime militaire travesti en autorité légitime. Et ça aussi, c'est clair, ça saute à l'œil nu. Le régime en place utilise ce qu'on appelle les oripeaux de la démocratie. C'est-à-dire que c'est un régime foncièrement autoritaire, un régime foncièrement autocratique, un régime foncièrement autoritaire et qui fonctionne sous une fausse démocratie, c'est-à-dire le régime s'est arrogé, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir une régularité des consultations électorales. On le voit très bien. Mais peine perdue, puisque ces consultations électorales n'est qu'un moyen qu'ils ont trouvé pour gaspiller l'argent du pays, puisque les élections sont toujours pipées et gagnées d'avance. C'est pas un monsieur Denis Sassou Nguesso avec la carrière politique criminelle qu'il a, après avoir enregistré le mal aux Congolais, dans leur chair et dans leur esprit, du nord du pays au sud du pays, de l'est à l'ouest du pays, personne n'a été épargné, et nous le savons, certains beaucoup plus que d'autres, mais tout le monde d'une manière générale, personne n'a été épargné, y compris même autour de là où il habite lui-même, autour de Yo, on peut trouver des gens qui ont quelque part un bout de courroux contre M. Denis Sassou Nguesso. Et vous pensez sincèrement qu'avec un régime démocratique transparent, M. Denis Sassou Nguesso peut gagner une élection? Mais jamais il ne peut pas gagner une élection. Voilà le travail scientifique, savamment organisé, auquel ce régime s'est adonné. Alors, je vous avais proclamé dès le départ que j'étais sociologue. C'est pourquoi je me permets de parler de la sociologie politique. Et en sociologie politique, ce que nous appelons un régime néo-patrimonial, c'est en effet cette gouvernance bâtie sur la prédation, sur le clientélisme, sur le culte de la personnalité du chef et, naturellement, la base sur laquelle ce régime se maintient, s'entretient, se pérennise, se produit et se reproduit, qui est la répression sévère, la répression sans sommation. On vient de voir la dernière victime, c'est le jeune Lassim Bouiti qui a subi devant nos yeux ce qui est impensable qu'un être humain puisse se voir infliger un tel traitement. Et tranquillement, ils le font, décomplexés au su et au vu de tout le monde. Parler du 28e anniversaire du coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso, eh bien, c'est parler aussi d'une constitution. Ah, ben voilà, parlons-en. La constitution sur mesure, puis piétinée par la suite. Mais
la Constitution, c'est le texte fondamental d'un État. La Constitution devait être perçue comme un texte sacré. La Constitution, nous en connaissons deux fondamentalement, desquels pas mal de pays se sont inspirés. La Constitution française et la Constitution américaine qui a à peu près le même âge. La Révolution française, c'est 1789, qui a succédé à la Révolution américaine, qui est de 1763. Donc vous voyez très bien que ces deux pays, au fond, l'histoire de ces deux pays ont fourni quand même la base d'un certain nombre de constitutions, de toutes les façons, de pas mal de pays en Afrique. Le Congo n'échappe pas à cette règle. Mais regardez la constitution américaine. C'est la constitution la plus stable qui ait pu exister, à la différence de la constitution française, qui a été instable, au moins jusqu'à la 4e République, surtout la 3e, la 4e République, des constitutions vraiment instables avant d'être stabilisées par la constitution de la 5e République avec le général de Gaulle en 1958. Voilà une constitution qui est restée et qui a vieilli aussi. On peut l'amender aussi, mais elle résiste à l'épreuve du temps. Oh, j'aime citer la constitution américaine. La Constitution américaine, c'est une constitution, en fait, qui a évolué avec une stabilité incroyable. Et les amendements à la Constitution américaine qui ont été apportés, c'est beaucoup plus pour réduire, n'est-ce pas, le pouvoir des gouvernants et agrandir le pouvoir, n'est-ce pas, des citoyens. Voilà la Constitution américaine. C'est ça le génie de la Constitution américaine. Qu'elle soit fondée sur des valeurs traditionnelles articulées autour de l'esclavage, puisque l'Amérique a été bâtie sur, n'est-ce pas, le flanc de l'exploitation esclavagiste, mais qu'à cela ne tienne, c'est une constitution qui a fini par évoluer de manière positive, surtout après la guerre civile de 1861 à 1865. Voilà, à l'issue de la guerre civile, il y a eu les amendements à la Constitution américaine qui sont qu'on appelle les amendements de la reconstruction. Le 13e amendement, le 14e amendement, le 15e amendement. Le 13e étant celui qui met fin à l'esclavage, le 14e qui reconnaît le statut des Noirs, et le 15e qui donne le droit de vote aux hommes noirs de toutes les façons. Et ça s'est continué, cette bataille s'est continuée par la suite. C'est comme ça que devait évoluer la constitution congolaise. Plutôt que de grossir, n'est-ce pas, le pouvoir des gouvernants qui sont des kleptocrates en puissance, la constitution devait avoir pour objectif de renforcer les droits des populations que le régime du Congo-Brazzaville n'a pas arrêté, n'est-ce pas, de fracasser, tout simplement, d'effilocher à chaque pas qu'ils font. Donc voilà une constitution sur mesure, puis déchirée, écrasée, marchée dessus. Alors, mais cette constitution, que retenir alors de la transition annoncée? Il parlait de la transition après le coup d'État de 97, la transition. Et ils ont créé une situation de guerre. Ils parlent de transition, mais quelle transition? On venait d'en vivre en à peine 5 ans, on venait d'en vivre. Quelle transition voulez-vous encore? Ils en ont fait des chevaux gras autour de cette transition. Flexible, 5 ans de transition flexible, tout simplement. Ce caractère malin de toujours chercher à gagner du temps. Qu'à cela ne tienne, ils avaient tout le pouvoir. Et tout le pouvoir. Ils étaient seuls aussi. La rhétorique de la paix dont tu as parlé. Mais comment vous parlez de la paix, vous êtes seul. Physiquement, il n'y a pas un opposant qui peut se lever avec des armes. Même Toumi, dont vous parlez, mais Toumi, vous savez très bien les combinatoires qu'il y a entre vous et Ntoumi. N'est-ce pas, Sassou Nguesso avait demandé d'aller chercher Ntoumi dans les buissons là où il se trouve. Est-ce que Ntoumi s'est caché? Monsieur Ntoumi ne s'est pas caché. Il vit, il gouverne dans un espace du Congo-Brazzaville. Il a des moyens, il est à vue. Voyez? Alors, donc voilà, cette constitution taillée sur mesure, en plus taillée sur mesure. On ne peut pas tailler une constitution sur mesure et la proclamer obsolète quelque temps, quelques années après. Qu'à cela ne tienne.
1997, 2002. Voilà, on a une nouvelle constitution. Et cette constitution avait établi un mandat de 7 ans, renouvelable une fois. Et M. Sassou Nguesso était bien content. Oh, 7 ans, de 5 ans, on passe à 7 ans, ah, c'est beaucoup. Renouvelable, eh bien, j'aurai 14 ans, j'ai 14 bonnes années devant moi pour me prélasser, pour jouir du pouvoir, faire ce que j'ai envie de faire. Mais d'accord, les Congolais sont des pacifiques, on le sait très bien. Les Congolais sont des pacifiques. Les Congolais ne sont pas des va-t-en-guerre. Les Congolais sont des personnes à qui on inflige, n'est-ce pas, des conditions difficiles. Les Congolais ne sont pas des bagarreurs. On le lui a accordé. D'accord, Monsieur le Président, on lui a servi, Monsieur le Président. On vous les donne. 7 ans, renouvelables une fois, ça fait 14 ans. Vous avez le temps de bien vous engraisser avec ce pouvoir-là. Et quelle n'a pas été la surprise des Congolais d'approcher 2016, date donc d'une nouvelle élection sans Denis Sassou Nguesso, puisqu'il avait épuisé ses 2 mandats. Il avait dépassé, n'est-ce pas, la limite d'âge de 70 ans. Et il le disait lui-même aussi, d'ailleurs, les Congolais n'ont pas. Ça circule sur les médias sociaux. Quand la Constitution est violée, les Congolais ne doivent pas l'accepter. Mais pourquoi est-ce que M. Denis Sassou Nguesso ne veut pas que les Congolais se lèvent pour dire que M. Denis Sassou Nguesso, vous êtes tenté de violer la Constitution, il faut arrêter. Et quand on se lève, vous êtes massacrés, purement et simplement. C'est ça que retiendra l'histoire. Et cette histoire se densifie aujourd'hui aussi. Avec l'échec cuisant de ce régime, l'histoire se densifie. Et nous n'arrêterons pas. Nous n'arrêterons pas. Et nous sommes proches de la victoire, au fond, à travers cette dramaturgie qu'on orchestre savamment par le régime en place. Voilà comment on fabrique donc une dictature. Voilà, on a refabriqué une dictature. Oh, fabriquer une dictature, ça a toujours existé. C'était déjà une grande dictature, de toutes les façons. On peut, pour être un peu partagé à chacun sa part de responsabilité, ça a toujours en dehors du régime de Youlou. Ça a toujours été des dictatures au Congo-Brazzaville. Hein? C'est ça qui a fait partir Youlou d'ailleurs aussi c'est bien parce qu'il voulait réduire les partis qu'il est parti aussi, il faut le reconnaître. Alors, donc voilà, c'est ça. La fabrique d'une dictature en utilisant les mécanismes du droit pour en abolir l'esprit. Utiliser les mécanismes du droit pour en abolir l'esprit. Ce qui est plus important, c'est l'esprit de la loi. Voilà. Ce n'est pas nécessairement la technicité de la loi, mais c'est l'esprit de la loi. Que dit la loi? Comment constituer la loi comme un facteur, un sacré, un élément sacré, n'est-ce pas, dans le fonctionnement d'une nation? Ce n'est pas pour rien que de Tocqueville, la loi, les 3 pouvoir dont il parlait, hein? Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif et parlementaire. Un autre élément qu'il faut savoir aussi pour ces 28 ans d'anniversaire du coup d'État, c'est l'incarnation d'un pouvoir personnel, familial et prédateur. Voilà, un pouvoir personnel, tout c'est autour de M. Denis Sassou Nguesso. Les institutions n'ont aucune prise sur le président de la République. C'est le calife qui décide de tout, qui manipule tout. Voilà, par une simple volonté, une femme étrangère est devenue à la tête, n'est-ce pas, du système politique au Congo-Brazzaville, qui n'a même pas la nationalité congolaise. Je vais parler de celle qu'on appelle Françoise Joly, ou que sais-je encore. C'est quand même difficile
de voir un exemple comme ça dans le monde entier, qu'une bonne étrangère soit érigée à ce niveau le plus élevé de la hiérarchie politique avec un droit de regard sur ce que font les ministres. C'est du jamais vu, ça. Dans aucun pays organisé, on peut voir des choses de cette manière-là. Ça n'est pas possible parce que les arènes du pouvoir, le centre névralgique du pouvoir, n'est pas laissé au discernement de n'importe qui. Vous n'avez qu'à lui donner au moins la nationalité congolaise aussi pour essayer d'adoucir un peu le choc que les Congolais peuvent ressentir à une telle bêtise. Il faut le dire, c'est une bêtise. Alors, donc en 28 ans de règne, le Congo est devenu une entreprise familiale. Et ça se voit tous les jours. Et ceux qui sont dans cette entreprise font des choses de manière la plus décomplexée qui soit. Ils s'en foutent éperdument. Ils narguent les Congolais. Ils narguent les Congolais. Et cela coule douce, tranquillement, pendant que les Congolais sont en train de crever. Dans les hôpitaux, sont devenus des mouroirs au Congo-Brazzaville. Mais où sont les 12 hôpitaux généraux dont on nous a fanfaronnés à un moment ou à un autre? Où sont ces hôpitaux-là? On ne les voit pas puisque les Congolais continuent à crever, comme l'hôpital est devenu un endroit où on va mourir plutôt qu'un endroit où on va rechercher la guérison. Et la preuve, ils vont tous crever, se soigner à l'étranger. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé donc à Martin Mbéry, à Maître Martin Mbéry alors? Il est allé crever à l'hôpital général, n'est-ce pas? Mais comment se fait-il qu'on n'a pas pu l'évacuer en Europe comme tous les autres? Qu'est-ce qui se passe alors? Mais c'est un classique du régime, non? Pourquoi il n'a pas bénéficié, n'est-ce pas, de ce privilège d'aller se faire soigner? Peut-être qu'il allait prolonger d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'une année, de 10 ans, de 20 ans, de 100 ans peut-être aussi, pendant que nous y sommes. Parce qu'au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir font des choses comme s'ils allaient vivre éternellement. Mais ça, on peut vous l'accorder, il n'y a pas de problème. Prenez 100 ans, prenez 1000 ans, 10 000 ans, si vous voulez. Alors, c'est un bel anniversaire aujourd'hui, hein? Donc laissez-nous la possibilité, la liberté, n'est-ce pas, de nous défouler un peu sur ces 3 décennies, moins 2 petites années, 3 décennies de pouvoir depuis 1997. Alors, je disais que voilà, c'est une entreprise familiale, un espace de captation des ressources publiques par un cercle restreint de proches. Le pouvoir s'est mué en une économie politique du détournement systématique sous le couvert de la légalité. Oh, j'avais pensé à un certain moment que l'université Marien Ngouabi produisait des juristes, alors des bons juristes, capables de dire le droit. Oh, ces bons juristes, malheureusement, évoluent à l'étranger. Ceux qui essaient d'évoluer sur le terrain au Congo-Brazzaville subissent la loi du régime dictatorial. On le voit très bien. Il y en a qui sont même morts. Maître Malonga, pour ne pas le nommer. Et les autres sont terrorisés. Le pouvoir exécutif terrorise le pouvoir judiciaire pour, n'est-ce pas, ces agents qui veulent bien faire. Sinon aussi, quand on regarde à la loupe, eh bien, le droit est dit aussi au service du calife. Quand on voit comment est-ce que ça se passe, de toutes les façons, depuis la Cour constitutionnelle, de toutes les façons, voilà, tout le monde se couche sous la dictée de la dictature. Et le droit qui est exécuté est un droit qui fait injure à la profession. Puisque ce droit-là, ces juges, ces avocats se couchent sous la mélodie de la dictature. Ça, c'est faire injure au droit. Heureusement que le moment venu, le peuple congolais reconnaîtra
ses meilleurs juristes qui évoluent à l'étranger. La carrure de maître Sylvain Senda, de maître Brice Nzaba, de beaucoup d'autres que je ne saurais citer, qu'ils me veuillent m'en excuser. Pendant que les enfants du régime mènent une vie de luxe à l'étranger, les hôpitaux sont vides, les universités asphyxiées, les jeunes livrés au désespoir, le pétrole, notre principale richesse, ne bénéficie ni aux citoyens ni au territoire. Il alimente l'illusion d'un État fonctionnel alors que le pays est en ruine. Et ils le savent très très bien, ils ont ruiné le pays. Ils ont ruiné le pays et ils en sont contents. Ils en sont contents jusqu'à vouloir rechercher un autre mandat. Ils sont déjà à pied d'œuvre, on les voit très 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 bien là. Mais les Congolais, où êtes-vous? Les jeunes Congolais, c'est votre avenir qu'on est en train de briser devant vos yeux là. Voilà les 28 ans anniversaire du coup d'état de Denis Sassou Nguesso. Un silence construit par la peur, entretenu par la répression. Ben oui, il y a de la méthode dans ce processus de réduction de tout un peuple. Ce régime ne se maintient pas seulement par la fraude électorale, il se maintient par la peur organisée, la répression ciblée, l'élimination des opposants, la fragmentation de la société civile. Le Congo d'aujourd'hui est une démocratie de façade, je l'avais déjà dit, un théâtre sans public, sans alternative réelle. Ben, ils ne savent plus quoi faire. C'est pas après 40 ans de pouvoir que vous allez trouver la bonne formule pour développer le pays de toutes les façons. Oh ben oui, non. Vous avez plutôt choisi de détruire le pays. Ça c'est clair et net. M. Denis Sassou Nguesso l'a pas lui-même d'ailleurs déclaré devant la presse internationale. En parlant de l'éducation. Mais parler de l'éducation, c'est parler de la santé et toute autre chose également. Il a dit tranquillement, avec une suffisance incroyable, content de lui-même devant la presse internationale. Parlons de l'éducation, mais nous avons atteint presque les 100% d'alphabétisation au Congo-Brazzaville. En nommant bien les années, la fin des années 70, début des années 80. Mais quand il nous dit ça, ce qui veut dire que le travail sur l'éducation jusqu'à atteindre ces niveaux les plus élevés de la scolarisation des jeunes Congolais a été abattu par ses prédécesseurs, là. C'est eux qui ont mis la main dans le cambouis. C'est eux qui ont chauffé les fourneaux pour qu'on arrive à cela. Il m'arrive souvent de voir passer, n'est-ce pas, dans les médias sociaux, quelques capsules. Quelques capsules, ce qu'était le pionnier. J'ai versé une larme en voyant une femme pleurer à grosses larmes en voyant ce qu'étaient les jeunes à l'école. Lève ta tête, la 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 la, et sous le drapeau, pendu le flambeau de tes 3 glorieuses journées, d'une vive voix, et ainsi de suite. Mais les étudiants, les jeunes élèves étaient disciplinés. Il y avait le respect des valeurs. Arriver à l'école était ordonné. Les maîtres étaient d'appoint, prêts à donner la bonne éducation. Mais quel est le climat d'aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quoi? Quel est l'état de l'éducation aujourd'hui? C'est lamentable. Et j'ai versé une larme, moi aussi, à côté de cette dame. Parce que ça fait quelque chose, sur le plan émotionnel. Comment est-ce qu'on a pu détruire tout un pays de cette manière-là? Et on connaissait cette sagesse chinoise également. Nous l'avons souvent reprise à notre compte. Si vous voulez détruire une société, mais ne faites pas la guerre. Pourquoi faire la guerre et dépenser autant d'argent pour faire la guerre, acheter des armes? Attaquez simplement l'éducation. Voilà, tuez l'éducation. Et après, vous aurez, n'est-ce pas, une population à votre portée. Les médecins seront formés pour aller tuer les gens à l'hôpital. Les enseignants seront formés pour aller détruire, n'est-ce pas, à l'école. Les architectes seront formés pour aller faire des plans architecturaux qui vont s'écraser demain à moindre confronté à telle ou telle circonstance. Voilà, c'est ça évidemment. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Aujourd'hui, on donne des plans, on donne des affaires à des gens qui ne savent même pas, qui n'ont rien étudié et à qui on donne des responsabilités. La preuve, c'est quoi? Mais regardez les inondations dans Brazzaville, là. Vous pensez que les inondations qui sont dans Brazzaville, il y en a qui se cachent derrière les phénomènes naturels? Mais non, ce ne sont pas des phénomènes naturels. C'est l'incompétence des gens qu'on a mis là qui ne savent pas le calcul. Voilà. Ils font des choses n'importe comment, avec une maladresse impossible. Et du coup, les choses sont mal faites et ça, une petite pluie qui crée des inondations, qui creuse des ravins et ainsi de suite. C'est de l'incompétence. Voilà, les choses se font scientifiquement. Et pour faire ce genre de choses, des grandes constructions, les œuvres d'art, il faut avoir appris. Et pour apprendre, il faut envoyer les gens faire des grandes études, les longues études, bien évidemment, pour être capable d'architecturiser un immeuble, pour être capable, n'est-ce pas, de bâtir un ouvrage d'art. Voilà ce qu'on voit, c'est la résultante d'une incompétence notoire du régime en place. Ce que les 5 juin, voilà, oui c'est ça, oui. Ah oui, il y a ceci aussi, un point important que j'ai souligné, et pourtant le silence ne doit pas être notre seul refuge. L'intellectuel a pour responsabilité morale, parlons-en des intellectuels, l'intellectuel a pour responsabilité morale de nommer ce que les propagandes travestissent. Mais la propagande, on la voit déjà là, hein? Elle est déjà à pied d'œuvre là. Denis Sassou Nguesso encore en 2026, mais pourquoi faire? Mais vous n'êtes même pas fatigué à dire des mensonges, vous n'êtes même pas fatigué, les mêmes discours qui reviennent, vous n'êtes pas fatigué de dire les mêmes choses, de dire les mêmes choses, de dire les mêmes choses. 2025, c'était l'année de la jeunesse, non? Mais où est cette année de la jeunesse, là? C'est factuel, ça. Il n'y a rien. 2009, c'était l'industrialisation du Congo, non? Où sont les industries? OK? Où sont les industries? On n'en voit aucune. Et vous avez la force et le courage. Vous êtes tranquille. Vous êtes un courage jouissif. Vous jouissez de vos mensonges. Vous jouissez de votre incompétence. Vous jouissez de votre inconséquence. Vous jouissez de votre irresponsabilité. Ah, il faut le faire. Ce que le 5 juin 2025 nous commande, c'est là où on convoque la fameuse conscience, nous commande mémoire, lucidité et courage. Cet anniversaire nous commande mémoire. On n'oublie rien du tout. Enfin, pour ceux qui resteront vivre et même ceux qui partiront, laisseront tout dans la mémoire collective. C'est dans cette perspective que nous nous inscrivons nous-mêmes aussi. Ça fait longtemps que nous combattons le régime de Denis Sassou Nguesso. Pour moi, personnellement, depuis 1997, j'avais refusé Denis Sassou Nguesso. Parce que, évidemment, avec du recul, c'était le mal incarné du Congo-Brazzaville et les résultats sont là, devant tout le monde. Personne ne peut se lever pour dire que, ah ben non, c'est pas de sa faute. C'est ta faute, c'est sa faute. Complètement. Complètement. Et j'ai des éléments pour dire complètement c'est lui. Maintenant, après, hein, quand on a atteint le but de reprendre le pouvoir, on partage cette responsabilité aux autres et se lever goguenard. Ah ben vous voyez, je ne suis pas seul dans cette affaire-là. Hein. Ben voilà, telle personne n'est pas du Nord, telle personne n'est pas du Nord, telle personne n'est pas du Nord. Et ainsi de suite. Mais c'est du clientélisme, ça. C'est des clients, c'est de la clientèle. Ils n'ont pas de pouvoir. Makossa a quel pouvoir? Il n'a pas de pouvoir du tout. Il n'a aucun pouvoir. Mwamba avec quel pouvoir? Il n'avait pas de pouvoir du tout. C'est la géopolitique, comme ils savent la manier. Donc, mémoire, lucidité, courage. En ce jour de commémoration, je n'appelle pas à la vengeance. Ben non, on ne cherche pas la vengeance. On ne peut pas lutter contre des mauvaises habitudes et s'incarner par les mêmes mauvaises habitudes. C'est tout le sens de notre combat. Voilà. Nous nous battons pour rebâtir la nation congolaise sur toute l'étendue du territoire.
Voilà la conviction intime, la conviction ferme que nous avons quand nous menons le combat que nous sommes en train de mener. Et nous avons accepté aussi, en fait, on peut en mourir. Et alors, ceux qui sont tous morts là, qu'est-ce que ça a changé? Et les morts ne se valent pas. Et quand nous disons ça, ravivez-vous. On ne donnera pas notre corps pour que vous nous tuiez. On vendra très cher notre peau. Ça, il faut le savoir. Donc, nous n'en appelons pas, n'est-ce pas, à la vengeance, mais nous en appelons à la vérité, tout simplement. Je n'invoque pas la haine, mais la justice et la mémoire historique. La mémoire historique. Vous avez beau falsifier l'histoire, comme on le voit maintenant, mais sachez tout simplement que ce qui est vrai reste vrai. Ce qui est vrai reste vrai. C'est ce qui est faux. C'est le mensonge qu'il faut arroser tout le temps. C'est le mensonge qu'il faut entretenir tout le temps. C'est le mensonge qu'il faut protéger tout le temps. Mais il arrivera un temps où on va oublier d'arroser. Il arrivera un temps où on sera fatigué. Ah, je suis fatigué aujourd'hui, je ne peux pas l'entretenir. Il arrivera un temps où on va l'oublier aussi. Voilà, mais avec la vérité, ça ne se passe pas comme ça, puisque ce qui est vrai est par essence vrai. Je n'existe pas de slogan non plus, mais le réveil d'une conscience collective assoupie par la fatigue du désespoir. Je reprends. Le réveil d'une conscience collective assoupie par la fatigue du désespoir. Ne désespérons pas. Bien sûr que le désespoir est là, c'est ce qu'on entend. Oh, ben laissez-le, Dieu fera. Laissez-le, Dieu fera. Et entre-temps, n'est-ce pas, les gens sont en train de crever comme des mouches et ils en sont contents. Le 5 juin 2025 est peut-être un jour de deuil pour notre République, mais il peut aussi devenir un courant dans notre manière de dire « trop, c'est trop ». C'est pourquoi nous continuons à espérer. Voilà, aucun système n'est resté éternellement. Les systèmes vivent, il est bien vrai, mais atteignent une apogée d'après laquelle se fracassent, se brisent et que la nation reparte. Et ce moment-là est très proche. Rassurons-nous et renforçons-nous dans la conviction des idéaux qui sont les nôtres, qui sont les idéaux de paix, les idéaux de construction nationale, là où les autres se sont évertués à tout détruire. Nous venons pour tout reconstruire, tout relever, et nous avons l'intelligence nécessaire pour le faire. Nous avons les capacités nécessaires pour le faire. Nous avons les facultés nécessaires pour reprendre un tout petit pays, les moins peuplés d'Afrique de toutes les façons, avec d'énormes potentialités du sous-sol comme nous le savons. Nous sommes capables. Parce que la capacité que nous avons, c'est d'abord la capacité de l'intelligence. Que les choses se font naturellement par la connaissance, par l'intelligence, par la construction cognitive des personnes qui seront appelées, n'est-ce pas, à prendre des responsabilités pour élever cette société. En tant que sociologue, je dis que le changement ne vient pas sans rupture avec le mensonge institutionnalisé. En tant qu'intellectuel, je dis que le savoir doit servir à éclairer les consciences, pas à les décorer. En tant que citoyen, je dis que nul ne peut dominer infiniment un peuple sans en payer le prix historique. Et cela est très important, il faut le savoir. Parce que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, à commencer par M. Denis Sassou Nguesso, c'est l'incarnation d'un égocentrisme qu'on a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'un monsieur qui a réussi à régner par la terreur, et il est aussi le seul à savoir aussi les difficultés qu'il rencontre, non?
Hein, je pense quand même que quelque part, depuis 2015-2016, il aurait peut-être voulu aller s'asseoir aussi et jouir tranquillement, n'est-ce pas, du temps qui lui reste à vivre et passer la main, peut-être aussi à son fils. Pourquoi pas, ils ont la possibilité ailleurs, il en fait, au Togo, on l'a fait, je sais pas moi, en RDC à une époque aussi, ça s'était fait, mais à l'issue de la mort de Kabila le père, mais il y a beaucoup d'exemples où le pouvoir est transmis. Monsieur Denis Sassou Nguesso aurait peut-être pu le faire avec son idée de ce Sassou Nguesso Christelle en tant que tel. Mais pourquoi il n'est pas parti? Pourquoi il n'est pas parti? Mais parce qu'il a senti quand même que non, mais cette place-là, avec toute la carrière qui est la sienne, à tous les actes dont il est conscient qu'il a posés. Il est bien conscient parce que il est futé, il est bien futé, il sait très bien ce qu'il fait. Hein, il a un observatoire, avoir tout, il a un cabinet d'analyse mystique aussi, ça il le sait très bien ce qu'il a fait. Mais il sait très bien aussi que non, mais lui-même, 6 pieds sous terre, c'est quand même difficile pour son rejeton quand même d'être là. Hein? La situation du Congo n'est pas comparable à la situation d'ailleurs, ok? Donc, ben voilà. Donc, c'est ça la réalité de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Je vais me permettre un peu, il faut savoir terminer quand même aussi de dire des choses. Alors, je vais terminer en disant que le Congo ne se résume pas à un nom ni à un trône. Il est plus grand que la peur. Il est plus fort que l'oubli. Et il vivra au-delà de ceux qui l'ont pris en otage. Voilà un peu ce que l'on peut dire. Ce que je voulais dire, moi aussi, par rapport à ce 28e anniversaire, n'est-ce pas, du coup d'État de M. Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville. Et l'histoire retiendra qu'au Congo vécut un tyran de la pire espèce, il faut le dire, et que nous appelons les Congolais à refuser à un certain moment, à s'armer du courage pour refuser parce qu'il y va de l'avenir des générations futures. Merci, c'était Georges Goma, depuis le Canada, qui ne voulait pas laisser passer la date d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine.